Yo, salut Orlando. Bah, où voulais-tu que je t'amène d'autre que là où tout a commencé pour le Rutabaga et ses visions, Ken Owens, Positive Mindset, le stage de Sonic. Petit disclaimer avant d'en finir avec ces années de freestyle sur YouTube. Je n'ai aucune intention de devenir influenceur CBD. Hein, je serai d'ailleurs un très mauvais influenceur, CBD, tu sais, le mec qui consomme toujours les mêmes weed pour toujours les mêmes effets aux mêmes horaires, machin. Donc voilà, cette reconversion n'est pas faite pour moi, mais je parlais, ouais, je parle à ma bouteille, gros. Je parlais. Comment? Bon. Je crois que le public a décidé de regarder ce soir. Je pense que quand on réécoutera la prise, automatiquement c'est celle-là qu'on mettra en ligne. Je crois que le gars il a dit une dinguerie. Donc je disais non, voilà, la dernière fois je parlais bel et bien de CBD. Le THC c'est un produit qui ne nous réussit que très peu. En plus c'est pas légal, on va pas en parler, on va pas se faire strike la dernière vidéo. Voilà. Bref, les soucis de Fonsdal sont réglés, le sommeil à rattraper est en cours de rattrapage et il faut qu'on vous parle de la fin de la tournée des Lions chez les Wallabies, des conséquences que cela a eu sur les Wallabies et plus globalement de ce dernier rugby championship qu'on a suivi. Alors pas tout à fait à 100 l'heure puisque vous avez vu il y avait une coupe du monde des filles en même temps, mais on a 2-3 petits trucs intéressants à dire là-dessus. Alors la tournée où on avait laissé nos Lions, on les avait laissés le mardi après-midi après un match durement gagné contre le 15 des Moana Pacifica. C'était pas le 15 des Moana Pacifica, mais c'était c'était le 15 des natifs des îles du Pacifique avec la mini saucisse de Pizza Mou. Voilà, un truc, une saucisse, encore une fois, on vous a dit, cette tournée elle a été émaillée de mini saucisses. Le rugby était pas fou, les saucisses servies à côté étaient pas folles. Enfin bon, bref, on s'est demandé avec Orlando si c'était vraiment sur ces matchs-là qu'on voulait finir notre baroud d'honneur. Et donc c'est ce qui nous a motivé à se dire ok, on va décaler le tournage et on va attendre d'avoir de meilleurs poulets servis à table pour vous en parler. Et en fait, à peine on a eu ça, le deuxième test est arrivé. Melbourne, le Melbourne Cricket Ground. Voilà, 90 000 personnes, la plus grosse affluence jamais atteinte pour un match des Lions. Des Lions qui ont surfé vers la victoire lors du premier test avec de timides réactions de la part des Wallabies, mais rien de foufou. Une presse britannique qui s'emballe, dont l'arrogance nous a saoulé au max, où ça a parlé d'arrêter d'aller en Australie s'ils étaient toujours aussi nuls. Wow, c'est comme ça qu'on l'a traduit, ils l'ont pas dit tout à fait comme ça, mais vraiment à envisager d'autres possibilités pour les Lions et tout, en pleine tournée, alors que tu n'as gagné qu'un seul test sur les 3. Enfin, vraiment, à ce stade-là, on n'est même plus sur de l'enflammade, on est vraiment sur une suffisance énorme, atroce, des joueurs qui commencent déjà à parler de gagner 3-0. Eh frère, faut aller à Melbourne, hein, les gars. Hein, vous avez une longue tournée dans les pattes. Voilà, dosez un peu. Et voilà, sur la première mi-temps du deuxième test, on a eu des Wallabies euphoriques qui se sont lâchés. Pas toujours dans l'efficacité. Rien que les Lions, sur leur défense bien organisée, leur pack bien structuré, n'ont pu contrer, mais voilà, ils les ont mis en difficulté au point de se retrouver en supériorité numérique. Et à 15 contre 14, boum, clacasse dans la gueule des Lions, 3 essais dans la gueule, Orlando qui danse et qui me fait des grimaces. Enfin, vraiment, là, on était... ah oui, ok, là, tu vois, là, tu repenses à tout le narratif qui a été construit par... par les médias britanniques, et tu te dis, bon, bah, les plus grands Lions de l'histoire, là, c'est le moment ou jamais de se montrer. Il rentre à la mi-temps, donc il y a 3 essais à 1 ou même 3 essais à rien. On s'en fout. Freestyle, on est en roue libre, on reviendra pas pour se justifier. Donc voilà, on s'en fout si on n'a pas le score exact à la mi-temps, mais une très nette impression de domination des Wallabies. Et là, les Lions ont justifié pour la première fois de la tournée tout le battage qu'il y avait autour d'eux. Ils ont confirmé l'arrogance de leurs médias et petit à petit ils sont revenus dans le match. Maro Itoje immense, Tad Furlong magnifique, Tad Burn pareil, Tad Burg et Tom Curry qui confirment leur prestation du premier test. Et puis on a eu, comme à chaque tournée des Lions, tu vois, ce petit côté, tu vois,
les joueurs qu'on avait pas prévu d'être là et qui sont bel et bien là et qui claquent des trucs. Alors on commence, alors bien sûr, on va pas commencer par les Gallois puisqu'on se le garde pour la fin du match. Celui-là, tous ceux qui ont vu le match savent de qui et de quoi on va parler. Mais à un moment, on voit bien qu'au milieu de terrain, ils sont en peine, ils ont du mal à construire le jeu. Enfin, c'est bien. Je sais même plus si c'était Tupulutu Aki ou si c'était Aki Jones, mais voilà, on voit que ils butent sur une défense acharnée, une équipe qui s'était mise en mode résistance après avoir marqué en première mi-temps et peu à peu concédé du terrain en seconde. Et donc là, qui c'est qui vient après une saison que beaucoup ont qualifiée de médiocre au Racing? Voilà, on parlera de saison compliquée, gâchée par certaines blessures, même s'il y a eu des beaux matchs en Coupe d'Europe de sa part. Voilà, Owen Farrell, l'enfant d'Andy, qu'on a accusé de favoritisme au moment où il l'a rappelé, qui se pointe. Alors en plus, Owen Farrell qui est demi d'ouverture ou premier centre, qui est appelé pour remplacer un joueur qui joue plutôt 13 ou arrière. Donc voilà, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et donc Owen en sidekick de Finn Russell, voilà, dynamise le jeu, rappelle à tout le monde la qualité de passe qu'il a, hein. C'est pas pour ça qu'il est le plus connu, mais voilà, il amène ça, et petit à petit, un essai, 2 essais, 3 essais, les Lions sont à 2 ou 3 points de retard au tableau d'affichage, il reste 5 minutes, moi je suis chaud comme une baraque à frites, Orlando il se ronge les ongles, et il y a cette action qui est absolument incroyable et assez irréel dans le contexte du truc, hein. 90 000 supporters qui sont alors c'est pas 90 000 supporters pour l'Australie parce que les supporters des Lions viennent toujours en nombre sur les test matchs, mais voilà, il y a une action sur le côté droit, possession de balle des Lions, et puis là il y a un point d'impact, et là il y a Carlo Tizzano, flanqueur australien, il est au ballon, il peut pas être plus bas. Et là, il y a Jack Morgan, le seul Gallois de la liste. On avait prié pour qu'il soit sur la feuille de match. Il l'a été. Qui arrive, lancé comme un putain d'avion, qui visiblement se baisse encore plus bas que lui, mais bon, qui le fracasse. Vraiment, il l'a cassé en deux. Le pauvre Carlo, il était par terre en PLS à se tenir le cou, parce qu'il a été frappé au niveau du cou. Et donc, voilà, personne ne dit rien. Le ballon sort pour les Lions. Une passe, 2 passes, 3 passes. Hugo Keenan file à l'essai. Voilà, fin du match. Il reste plus que 2 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez rien faire. Et là, t'as les Lions qui partent en couille. Le stade part en couille. Grosse joie, grosse délivrance, parce que voilà, là, celle-là, ils sont allés se la chercher au bout du bout. Personne pourra leur retirer, mais il y a la polémique là sur ce déblayage de Morgan qui en fait, voilà, il y a 2 possibilités, il y a 2 interprétations possibles de cette action. La première, c'est que ok, bah, Jack Morgan il va au ballon, il fonce et ça valide la succession de temps fort des Lions. Donc ça c'est le côté Lions, et le côté Wallaby c'est putain mais il y a faute, qu'est-ce que vous nous sortez sur la sécurité des joueurs? Notre mec il peut pas être plus bas, il se fait éclater entre le cou et l'épaule par un gars lancé à pleine balle qui met même pas les mains, qui boum, et il n'y a pas pénalité là-dessus. Enfin voilà, là Joe Schmidt derrière il était fumasse, il est venu, il s'est pointé, il a fait le professeur de physique chimie, il nous a parlé de G machin. Eh mec, c'est de l'aérodynamique en Formule 1 ou un match de rugby dont tu nous parles, frère? Enfin, c'était vraiment voilà, le truc, puis derrière tout le Commonwealth, enfin tout le Royaume-Uni qui est venu t'expliquer à quel point ce déblayage il était propre, qu'il fallait le montrer dans toutes les écoles de rugby. T'as comment il s'appelle? Monsieur Owens, notre bon vieux Owens, notre beau vieil arbitre qui a expliqué par A plus B plus C que le déblayage il était correct, mais sérieusement avec le recul, c'est quand même un peu crado pour les Wallabies de perdre là-dessus, mais d'un autre côté ça ajoute à la légende de ce match, au fait que Jack Morgan, qui était le seul Gallois dans le squad des Lions après le départ sur blessure de Thomas Williams qui avait fait une tournée super intéressante d'ailleurs, c'est un peu lui le héros du second test. Bien sûr c'est Keenan qui marque en bout de ligne, et l'histoire de Keenan elle est belle parce que il galère pendant toute la tournée, il a des problèmes de blessure, il a des problèmes de commotion, il peut pas faire les matchs de tournée pour se mettre en jambe qu'il veut. Après le premier test match, on doute un peu de lui. Il y a beaucoup de monde qui est là en disant ouais mais Blair Kinghorn c'est pas une mauvaise idée, et donc finalement en bout de ligne c'est lui qui est là pour prendre le dernier intervalle et marquer.
Donc ça fantastique, mais bon Jack Morgan, voilà, on vous avait dit en tout début de tournée là, au mois de mai, on vous avait dit mais nous on veut que le drapeau de la principauté il soit hissé haut par ses représentants, et là au moment où il n'y en a plus qu'un seul, Jack Morgan, le gallois éternel. De toute façon, dans toutes les tournées des Lions, faut des gallois en feu. Toutes celles qui sont victorieuses, vous pouvez toujours sortir un gallois du lot et dire waouh, il a été chaud. Et bah voilà, ce jour-là c'était Jack Morgan, et l'histoire n'en est que plus belle. Derrière, on repart sur là, les Lions dans la communication, ils sont partis un peu dans tous les sens, alors que bon, on savait que c'était une tournée longue, fallait encore aller à Sydney. Voilà, je crois ils ont fait une stat, ils ont fait 25 000 miles pendant toute la tournée, donc voilà, l'Australie c'est grand, enfin voilà, et c'est un long voyage, le décalage horaire, tout ça, même si à ce moment-là ça fait 8 victoires en Australie pour 8 matchs en Australie, et la défaite inaugurale contre les Pumas en début de tournée, mais celle-là elle était à Dublin, donc on peut considérer que là c'est une tournée 100%, donc il y a la pression du 100%, il y a la pression du 3-0, il y a les mecs qui disent qu'ils veulent rentrer dans l'histoire, mais on vous rappelle, c'est à quel moment on veut être les plus grands de l'histoire, ça rentre dans le narratif de on va en Australie, ils sont trop nuls, faudrait qu'on aille ailleurs les prochaines fois. Enfin voilà, on sent plein de petits décalages, et puis Andy Farrell, en fait, on s'est rendu compte que sur cette tournée, en fait, dans sa sélection de joueurs, bon, en fait, il avait un plan A et 2-3 petites options pour changer les cours des matchs sur le banc des remplaçants, mais pas vraiment de plan B. On peut pas lui en vouloir. Les mecs se retrouvent une fois tous les 4 ans. Enfin, c'est très dur d'avoir de la continuité. Et donc, il fait globalement confiance au même 15 de départ pour le 3e match. Sydney, de la pluie, du vent, et les Wallabies, couteau entre les dents, qui ont découpé tout ce qui bougeait. Et donc pendant 43 minutes, je crois, 43 ou 44 minutes, les Wallabies marchent sur les Lions. Malheureusement, ils arrivent à marquer que 2 essais, une pénalité, donc il y a 15-0, et puis à la 43e, là, le déluge s'abat sur Sydney, le vent, le torrent, machin, c'est n'importe quoi. Faut que le match s'arrête. En plus, il s'arrête sur un moment où il y a un espèce de contest. Alors bien sûr, c'est un match, les conditions font que c'est un match d'avant, les conditions font que c'est un match de baston. Il y a 3 mecs qui sortent sur commotion cérébrale, il y a des arrêts de jeu, il y a James Ryan qui se pète en plein milieu de deuxième mi-temps, et les Lions, en fait, n'ont rien trouvé de mieux. Donc voilà, c'est la tournée des Lions la plus professionnelle qu'il y a jamais eu. Et en fait, qu'est-ce qui les fait revenir dans ce match? Qu'est-ce qui les fait tenir dans ce match où ils sont menés 15-0, ils sont marchés dessus par des Wallabies? Un truc de 3e série. Ils déclenchent une bagarre générale au stade de Sydney. Vraiment, devant la télé avec Orlando, on était mort de rire, fumé de rire, genre, mais tout ça pour ça. C'est ça les plus grands Lions de l'histoire. C'est une équipe qui a besoin de se motiver en lançant des bagarres générales. Les gars, on aime bien les DeLorean, mais à un moment faut arrêter quoi. Donc voilà, ça s'emballe. L'arbitre il renvoie tout le monde au vestiaire. On attend que les conditions météo deviennent un peu plus clémentes. Et quand le match reprend, Jack Morgan marque un essai, il y a encore un 2e essai, 15-12, et là les Wallabies ils sont là, non mais là, faut pas que ça nous échappe, on va pas se reprendre une 2e remontada alors qu'on leur a marché sur la gueule toute l'après-midi. Et donc ça finit, tout est bien qui finit bien. Les Wallabies sont suffisamment cliniques et dominants pour s'adjuger une victoire 24-12, et terminer en fait cette tournée des Lions sur une note un peu amère, hein. Il y a Tad Burn qui a dit voilà, c'est très étrange ce que je ressens, on a gagné la tournée, il y a le sentiment du devoir accompli, mais on s'est fait marcher dessus. T'as Tad Furlong, dont c'était sûrement la dernière tournée, il a été extra, Tad Furlong. Tad Furlong, je crois qu'il a plus de, il doit avoir tapé ses 32 ou 33 ans là cette année. Il a été plus ou moins blessé, il a eu une douzaine de matchs avec le Leinster et le 15 d'Irlande tout au long de la saison, et donc voilà, Andy Farrell, le connaissant, l'amène dans la tournée en sachant que le mec c'est un diesel et qu'il va monter en puissance, et lui il a fait sur les 2 premiers test matchs, il a tenu son rang, même sur toute la tournée. Donc voilà, et là c'était son 9e test d'affilée, hein, tout comme Maro Itoje, hein, on vous rappelle, hein, c'est des tournées qui ont lieu tous les 4 ans. Donc si le pinacle de ces tournées c'est les test matchs contre les nations du Sud, et si vous enchaînez 3 titularisations d'affilée dans une tournée 3 fois en 12 ans, enfin en 8 ans, puisque 2017, 2021, 2025, enfin voilà, vous entrez un peu dans le livre d'or des Lions. Et donc Tad Furlong pour sa sortie du livre d'or des
des Lions. Malheureusement, il quitte sur une défaite, donc il était assez marqué. Maro Itoje, pareil, lui aussi il a fait 9 titularisations d'affilée. Voilà, ils sortent sur ce truc et voilà, vous n'êtes pas les plus grands Lions de l'histoire, vous n'êtes pas les premiers à gagner une série 3-0. Je crois que les derniers qui ont gagné une série 3-0 c'était en 1927, enfin vraiment c'était un truc, voilà, donc même sur ce petit bout d'histoire là, vous n'arrivez pas à vous la juger. Et donc si on était des youtubeurs FAQ et tier list, bah, on vous dirait que bah, dans la tier list des tournées victorieuses des Lions, bah, tout en haut vous avez celle de 97 chez les Sudaf, vous avez celle de 74 chez les Sudaf, vous avez celle de 71 chez les All Blacks, un peu en dessous vous avez l'Australie 2013, la tournée qui finit match nul chez les Néo Z. Il y a aussi une polémique d'arbitrage à la fin du match et les All Blacks ils n'étaient pas très contents et tout le monde était un peu vénère de terminer sur un match nul parce que voilà, au rugby il faut un vainqueur et un perdant et les gens aiment pas trop les matchs nuls au rugby. Mais bon, alors celle-là on la mettra un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut mettre un peu plus haut dans les tournées victorieuses? Non, il y en a plus tant que ça. Mais en tout cas, si on prend les dernières tournées où les Lions étaient victorieux, voilà, celle-là elle est pas très haute, hein. On va pas dire qu'on ronfle dessus parce que mine de rien, les Wallabies ont pris feu au fur et à mesure de la tournée. On a eu les matchs à Melbourne et à Sydney ont été vraiment épiques. C'était vraiment voilà, ce qu'on attendait en termes de, alors peut-être pas de niveau de jeu, mais en termes de dramaturgie, en termes d'engagement, en termes d'intensité. Voilà, facile, ce sont deux des matchs les plus satisfaisants de l'année sur ces critères-là. Et donc aussi, si on veut prendre le positif aussi de cette tournée, c'est que bah, alors bien sûr, on touche du bois, on ne souhaite pas que la gloire n'arrive jamais pour le 15 d'Écosse, mais bon, si vous prenez les 25 dernières années, bah voilà, les Écossais n'ont rien gagné, et donc ce qui se rapproche le plus d'un trophée majeur en sélection pour des gars comme Finn Russell, pour des gars comme Cummings, pour des gars comme Hugh Jones, pour des gars comme Sione Tupulotu, bah non, Rory Darge n'y était pas, mais des gars comme Sutherland, comme Zander Fagerson et toute la clique des Écossais qui nous font à la fois kiffer et rager dans le tournoi destination par les difficultés qu'ils rencontrent et les quelques matchs d'anthologie qu'ils nous offrent. Et bah voilà, là c'est vraiment cette tournée, c'est la consécration de Finn Russell. Et puis vous avez la consécration de Finn Russell dans un environnement qui est super, parce que on l'a souvent opposé à Johnny Sexton parce que l'autre il est plus pragmatique, il est meilleur buteur, il fait moins de trucs funky. Bah il était entraîneur adjoint d'Andy Farrell. Vous lui avez mis dans les pattes, vous lui avez mis Owen Farrell enfin en sidekick, c'est-à-dire Owen Farrell qui a un palmarès beaucoup plus long que celui de Finn Russell, bah en fait vient en sidekick et ça fait la fin magique du deuxième test. Et donc vous avez ces trois ouvreurs qui sont un peu emblématiques là, de la dernière décennie de rugby dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère britannique, hein. On va mettre la France en dehors de l'hémisphère nord, voilà, c'est les Britons entre eux. Et bah pour Finn Russell et ses copains écossais, c'est ce qui se rapproche le plus d'une très belle ligne au palmarès au niveau international. Et donc là, pour ça, on était super contents. On vous a dit à quel point on aime le gars Russell. Et donc là, rien que pour ça, c'était cette tournée, elle était juste géniale. Et puis on a eu le retour des Wallabies en feu. On a eu Will Skelton qui a montré son importance au sein du 15 australien. On a eu des petites promesses, des petits joueurs qui viennent comme ça, Jorgen Sellalel, Dylan Pitch qui fait un excellent match lors du troisième test, qui n'était pas là au début de la tournée. Le retour en grâce de Taniela Tupou. Alors Tupou, pardon. Alors lui c'est très drôle, au moment où c'était Eddie Jones là, qui était sélectionneur des Wallabies, sa première conférence de presse, il se pointe et fait « Tupou, j'adore, il est gaulé comme un tas de briques !» Enfin bon, bref, des Wallabies qui vraiment reviennent de très loin, hein. On vous rappelle, ils avaient été éliminés au premier tour en 2023, ils avaient galéré tout au long de l'année 2024. Le rugby à 15, c'est pas le sport majeur en Australie, donc il y avait un peu une déshérence. Et ben en fait, le fait qu'il y ait cette tournée des Lions, en fait, c'est le coup d'envoi. Alors, je dirais pas d'un renouveau, mais c'est le coup d'envoi en fait d'une décennie où l'Australie va accueillir énormément d'événements mondiaux. Il y a des JO qui vont être accueillis, il y a 2 coupes du monde de rugby chez les garçons et les filles là, les deux qui vont
tournants suivants, là, 2027 et 2029. Et donc, voilà, là, ça a été les matchs à Melbourne et à Sydney, ça a remis de l'intérêt pour le rugby à 15 en Australie. Et donc, voilà. C'est ce qui justifie un peu le titre de cette vidéo. Est-ce que les Lions ont réveillé les Wallabies? Je crois que oui. Et on n'était pas bien sûr. Et en fait, on a eu la confirmation 3 semaines plus tard. Ça se passe en Afrique du Sud. Les Springboks sont à la maison. Les Springboks, on vous en parlera après. Il y a tellement à dire sur les Springboks, on vous en parlera après. Les Springboks se pointent, ils mènent 22-0. On se dit, oh putain, merde, mais non, les Australiens, ils retombent dans leur travers. Et là, il y a Harry Wilson, 3ème ligne, capitaine du 15 Australie, qui commence à s'énerver. Il y a 2-3 actions positives. Et là, on a vu un truc qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est-à-dire que les Springboks, ils sont chez eux, ils mènent 22-0, tout le monde est content dans le stade. Et ben en fait, ils ont pris un 38-0 dans les dents. Et le 15 d'Australie, pour sa première du Rugby Championship, va s'imposer 38-22. En Afrique du Sud. Donc voilà, en un mois on est passé des Wallabies les plus nuls de la terre de faut arrêter d'aller chez eux à oui bon bah ok, ils se pointent chez les Sudaf et ils leur en mettent 38 en 50 minutes. Voilà, donc là ok, là les Wallabies sont bel et bien réveillés. Alors après les Springboks, tu leur fais pas le coup 2 fois parce que bon ça les a fâchés hein. S'il y a Colissi à la fin du match, il avait pas trop envie de parler, il a parlé quand même, il a dit là ce qui s'est passé ce soir, ça se reproduira pas, foutez-moi la paix, là j'ai des gars à remonter comme des coucous. Et donc la semaine d'après, les Sudaf mettent une belle baston aux Wallabies qui tiennent le choc, hein, qui sont dans le match. Et ça va être un peu le narratif de ce Rugby Championship pour les Wallabies. C'est-à-dire qu'ils sont dans le match, ils sont dans les coups, mais il manque un peu d'efficacité, des fois il manque un peu de réussite. Et donc voilà, des fois au bout des matchs, ils se font renverser. Donc le deuxième match en Afrique du Sud, ils le perdent. Ensuite, ils vont s'imposer en Argentine. Et au moment où on se dit, oh là là, mais ça se trouve, là, c'est leur année. Et ils sortent un match, ils sortent malheureusement une bouillasse d'indiscipline dont les Pumas se sont régalés. Et donc voilà, petit à petit, les points sont venus 3 par 3 pour les Pumas. Et donc là, les Wallabies ont laissé passer une chance énorme de se retrouver en tête au classement, de se trouver les seuls en tête au classement du Rugby Championship avec 3 victoires pour 1 défaite. Et donc là, le train repassera pas, il se pointe chez les All Blacks. Voilà, les All Blacks, on vous en a pas parlé. Et là, il faut qu'on vous en parle. On n'a toujours pas parlé de Rachel dans cette vidéo. 14 juin 2025. Il est très très tard ou très très tôt selon les gens. Je suis sur la route pour les championnats de France de football gaélique et je reçois un texto. Alors, je suis au volant, portable vibre, hein, il y a le GPS et là je vois notification Rachel, branche-toi sur le Super Rugby Georgie. Bon bah on essaye de trouver un endroit où se poser, voilà, pas avoir trop froid parce que quand tu roules de nuit il fait froid. Et demi-finale du Super Rugby, Auckland Blues contre les Crusaders. Un match. Alors comment expliquer ça à des gens qui ne regardent pas le rugby, qui connaissent pas le rugby? On va prendre un sport que les gens connaissent plus, le football. Vous voyez, quand on vous dit Brésil, vous pensez à Ronaldinho, vous pensez à Ronaldo, vous pensez à Ricardo Caca, vous pensez Joga Bonito. Et puis en fait, il y a un jour vous êtes confronté à la réalité des images. C'est-à-dire que vous dites, ah bah tiens, mais je vais regarder le championnat brésilien, ça doit être cool. Ou je vais regarder des matchs de Copa Libertadores. Et là, vous tombez sur un match, j'espère qu'on va pas se fâcher avec les Brésiliens qui nous suivent. Vous tombez sur un match de l'Atlético Mineiro. Et là, vous vous rendez compte que c'est un match de boucher, que les gars, c'est des putains de bourrins, que y a plus d'engagement que de technique et de Joga Bonito. Et bah, ce qu'on a vécu ce jour-là, avec la demi-finale entre les Blues et les Crusaders, c'est ça. C'est un match où tout le monde refuse d'aller à l'aile, où tout le monde est là pour se mettre sur la gueule, où toute la semaine avant, contrairement à ce qui se passe dans la majorité des matchs qui impliquent des Néo-Zélandais, où là il y a zéro flegme, il y a zéro truc, ça se parle mal avant le match. Les deux équipes vraiment sont là pour en découdre et se mettre sur la gueule. Vraiment, le match, il était juste viscéral. C'est-à-dire que même Will Jordan, à un moment, il marque un essai, mais genre il aplatit entre deux mecs, il marque un essai de 20 cm. Il y a deux mecs à l'aile, hein. Il peut juste faire la passe. Mais non, là, le but, c'était d'atteindre la psyché de ton adversaire en remettant des charges. T'as un gars là, comment il s'appelle,
Ethan Blackadder, je suis désolé si je prononce mal, lui il a mis 27 plaquages et voilà, des joueurs qui ont terminé à plus de 20 plaquages ce match, il y en a plein. Vraiment, c'était un match, ils se sont mis sur la gueule. Vraiment, c'était genre Astérix contre les Romains au rugby là, tu sais, je sais plus dans quel épisode d'Astérix, c'est celui où ils vont taper au rugby et où ils découvrent que la potion magique c'est le thé. Ou si j'ai fait un medley entre deux albums d'Astérix, je m'excuse, je suis pas un fan d'Astérix, je suis pas influenceur Astérix. Mais vraiment. Et là on se dit merde, cette année c'est les Néo Z de la baston. En plus tu te dis mais merde, les Blues et les Crusaders ils vont se retrouver sous le maillot All Blacks. Mais qu'est-ce qui va se passer bordel quand les mecs vont devoir jouer ensemble? Et vraiment, les All Blacks, alors on va essayer de la faire bref, c'est vraiment, ça a été une équipe, c'est les All Blacks de la lutte, les All Blacks de la baston. Je sais qu'il y a eu des matchs du 15 de France là-bas, on avait dit qu'on les regarderait pas et on ne les a pas regardés, mais bon, on traîne avec des gens qui battent le rugby autant que nous, donc dès qu'on est dans les parages, on sait qu'il y a eu 3 victoires des All Blacks, une à l'arrache, une plus large et une qui est globalement maîtrisée où les Bleus ont eu leurs instants. Voilà, globalement, j'ai pas vu d'image des matchs, c'est le mieux dont je puisse vous en parler. C'est français ça, Orlando? Ah, on s'en fout, on est à 25 minutes de freestyle. Et donc voilà, c'était les All Blacks de la baston. Ils vont faire un très bon premier match de rugby championship en Argentine. Et puis le deuxième match, je crois que c'est à Buenos Aires. Le stade il est en feu, les Pumas sont en feu, les Pumas arrivent à les battre, je crois pour la première fois de leur histoire à domicile. Explosion de joie, bam bam bam, c'est magnifique et tout. T'imagines que les All Blacks y rentrent au pays, il y a des critiques, machin, surtout qu'ils avaient l'occasion de prendre la main au Rugby Championship du fait de la défaite inaugurale des Box. Donc voilà, ils sont un peu sous pression, les Springboks débarquent, et là les Néo Z de la baston font un match de Springboks contre les Springboks. Ils arrivent à s'imposer, ils s'imposent sans bonus offensif, mais sans laisser le bonus défensif au Sudaf. Ou alors ils laissent le bonus défensif au Sudaf, 24-17, peut-être. Mais voilà, on se dit ok, là on a les All Blacks de la baston qui mettent de la baston sur les Springboks. Et sachant que l'an prochain, on sera pas là pour vous en parler, et ça nous saoule encore plus que la rugby Coupe des Nations, je sais pas quoi là. Va y avoir 4 ou 5 matchs entre les Box et les All Blacks dans le cadre, ils ont appelé ça The je sais pas quoi, Great Rivalry. Vraiment, l'accent part en vacances parce que l'accent est saoulé, l'accent n'a même pas envie de vous raconter ça. Et donc voilà, il y avait l'occasion aussi pour les deux équipes de poser un marqueur en vue de ce truc là. Et donc les All Blacks mettent un match de la baston au Sudaf. Et puis le Sudaf, il y a Rassi Erasmus, il est là, il change un peu son 15 de départ. Et voilà, dans ce Rugby Championship, les Springboks, ils ont introduit 47 joueurs. Hein. 6 têtes match, 47 joueurs. Donc voilà, il y avait de quoi remplir 2 feuilles de match avec tous les joueurs qu'ils ont fait débuter ou entrer en cours de jeu. Et donc là, pareil, on a les All Blacks de la baston, un peu les All Blacks de la galère. Ils peinent à marquer sur leur temps fort, ils virent en tête à la mi-temps 10-7. Et puis c'est tout. Et puis derrière, il y a un jeune ouvreur, il s'appelle Sacha Feinberg Gomezulu. Retenez bien ce nom, il joue aux Stormers. Et lui, c'est une des nouvelles pipites du rugby mondial. Impitoyable, une vision de jeu fantastique, des appuis courts. Vraiment tout ce qu'on aime chez un ouvreur. Enfin vraiment, et là, avec un pack qui fracasse les All Blacks dans tous les compartiments du jeu. Les All Blacks qui sont chez eux, qui fracassent. Enfin voilà. Les Springboks se mettent en ordre de bataille et les Springboks s'imposent 43-10 chez les All Blacks. Donc c'est la plus grosse défaite jamais infligée aux All Blacks sur leur terre. Et il y a des gens, même si on imagine qu'ils n'ont pas vu la finale Toulouse-UBB de 2024, on imagine qu'ils n'ont pas vu le 15 de France à Twickenham en 2023, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais je crois que c'est la deuxième mi-temps la plus dominante qu'on a jamais vue de la part d'une équipe. Donc ouais, les Springboks ont pris feu sur un effectif qui a été remanié par rapport à la première défaite, où on se dit mais attends, Rassi Erasmus il craque ou quoi là, à changer autant de joueurs, à enlever des cadres, hein. Il y a des joueurs qui étaient
qui était depuis longtemps habitué aux feuilles de match des Springboks qui n'y sont plus, notamment Faf de Klerk qu'on adore et qui, on ne lui souhaite pas, mais peut-être que l'an dernier c'était ses dernières minutes sous le maillot des Springboks, demi-mêlée titulaire des doubles champions du monde. Enfin voilà, ce n'est pas juste un slip qui traumatise Faf de Klerk, c'est aussi un géant de petite taille, mais un géant dans l'histoire récente des Springboks. Donc vraiment sur une proposition où un rugby total et où ils ont fracassé les All Blacks à domicile. Et donc là, 4e journée, tout le monde a 2 victoires et the cup is up for grabs, comme on dit. Et donc les Néo-Z sont sommés de réagir parce que quand tu prends 43 points à domicile, le match suivant, on va pas te louper. Et donc ils sont contre les Wallabies, c'est la Bledisloe Cup. Donc la Bledisloe Cup, c'est 2 test matchs. Enfin, cette année, c'est 2 test matchs. Des fois, c'est plus, des fois, c'est. Enfin, 2, c'est le nombre minimum de test matchs qu'il y a. Et donc, sauf erreur de ma part, les All Blacks, ils en sont à leur 22e ou 23e d'affilée. Enfin, la dernière fois qu'ils ont perdu, c'est au début du siècle. Et donc, eux, comme ils sont tenants du titre, il y a 2 test matchs à faire, c'est comme la Calcutta Cup. S'il y a match nul au terme de la série, la coupe reste en Nouvelle-Zélande. Donc il leur suffit de gagner un match pour gagner la Bledisloe Cup et se retirer un peu de pression. On verra que ça n'a pas suffi à leur retirer un peu de pression. Mais pareil, ils font un match, ils galèrent, mais en seconde mi-temps, ils arrivent à se retrouver, ils arrivent à passer devant les... Ils arrivent à passer devant les Wallabies. Les Wallabies sur le banc, sur la grinta, sur l'orgueil, arrivent à revenir à 2 points. Et puis ça se tape. Et puis il y a un ballon qui est perdu par les Wallabies. Et il y a Roy Gard, un des demi-mêlées des All Blacks, qui va aplatir pour soulager tout le monde. Et voilà. Et les All Blacks conservent leur titre en Bledisloe Cup et gardent intact leur chance de gagner un Rugby Championship où ils se sont fait taper par les Springboks à la maison. Donc c'est un peu inespéré. Donc et là on se dit, c'est là où on arrive à jeudi dernier où on se pointe et on vous dit les Wallabies vont faire une bonne performance. Pourquoi ? Série déjà perdue, orgueil touché, dernier match de la saison, envie de se lâcher, de prouver qu'on est compétitif, match à la maison dans des conditions qui s'annonçaient pas forcément pluvieuses, même s'il y avait de l'humidité, mais humide et venteuse. On s'est dit vas-y, ils vont nous refaire le coup du 3e test. Et donc on arrive, on se pointe devant la télé et pendant 30 minutes on a eu notre grande performance. Même si les Blacks marquent les premiers, les Wallabies parviennent à obtenir les pénalités qu'il faut. Au sol ils y sont, les Blacks se font pénaliser, la mêlée ils tiennent tête. Et ils sont en tête au score 9-7 et puis malheureusement il y a un carton jaune, il y a Skelton qui se pète, il y a un essai refusé, il y a un lancer en touche qui est complètement foiré. Et donc là les All Blacks en fait ils se retrouvent en se disant mais attends là on est les All Blacks de la Hesse, on est les All Blacks de la galère, mais on est quand même les All Blacks. À un moment nous en tant qu'All Blacks qu'est-ce qu'on fait ? On punit une équipe qui saisit pas ses chances face à nous. Et donc là sur une action qui a dû foutre un seum intersidéral à l'Optus Stadium de Perth, il y a un ballon qui est perdu par la Wallabies, il est contré par la tête de Barrett. Derrière, t'as Tupea qui, il se retrouve, le ballon va en avant, mais il a touché la tête et pas les mains, donc il n'y a pas en avant. Là, c'est complètement legit. Et il fait un petit dribbling au pied, 1 fois, 2 fois, il se retrouve derrière l'embut, il aplatit, boum, et c'est transformé. Après, pareil, sur le renvoi, pareil, il y a un ballon qui est cafouillé par les Wallabies, boum, Tupea en force. Et voilà, vous avez les All Blacks qui sont en tête 17-9 à la mi-temps, alors que le Wallaby s'est pelé le cul. Le Wallaby a répondu présent, mais le Wallaby n'a pas été assez clinique, pas assez efficace. Et puis derrière, vous avez les All Blacks de la baston qui sont là, qui s'adaptent petit à petit aux conditions de jeu, qui en défense sont plutôt consistants et voilà, ils vont marquer des pénalités. Voilà, ils ont l'opportunité, ils savent qu'ils doivent aller chercher le bonus offensif pour se donner des chances de gagner la compète, mais ils n'arrivent pas vraiment à s'installer durablement dans le camp Wallaby. Et donc voilà, ils sécurisent leur avantage. 17-9, il y a une pénalité de Dimac, 29. Derrière, il y a les Wallabies qui ont une résurgence, qui vont marquer un très bel essai. 14-20.
La transformation passe à côté. Il y a aussi des points qui ont été échappés au pied du côté des Wallabies. Enfin, vraiment, là, c'était voilà, dans la grinta, dans l'orgueil, dans la tactique, ils y étaient, mais il manque encore 2-3 trucs. Malheureusement, il manque encore 2-3 briques et en plus, ils prennent un deuxième carton jaune en deuxième mi-temps. Enfin voilà, ils sont pas vernis par l'effet de match. Et ils n'arrivent pas à passer au-dessus parce que voilà, ils reviennent de loin, les Wallabies, on peut pas leur en vouloir. Et donc là, voilà, 14-20, si les Wallabies marquent un essai transformé, ils gagnent et c'est la teuf à perf. Et là, les All Blacks, voilà, pour le coup, verrouillent le match, tiennent le ballon. Je crois que la stat de possession, c'est 90% pour les All Blacks en deuxième mi-temps. Et donc, ils verrouillent le truc, ils arrivent à marquer à la fin, laisser du bonus offensif que personne n'espérait plus pour eux, mais voilà, les espaces s'ouvrent parce qu'ils ont réussi à tenir le ballon pendant 10 minutes face à des Wallabies qui étaient rôtis par la débauche d'énergie, alors pas le manque de profondeur de banc, mais on va dire que la profondeur de leur banc elle a été entamée par les différentes blessures qui ont émaillé les 9 test matchs qu'ils ont eu les 10 test matchs qu'ils ont eu à disputer au cours de ce printemps et cet été, enfin au cours de cet été, puisque ça a commencé début juillet cette affaire. Et donc voilà, 28-14, résultat hyper frustrant. Harry Wilson qui se pointe à la fin du match, qui dit ouais mais oui, on a montré qu'on pouvait rivaliser à tout le monde, mais quand t'es Wallaby, t'es pas là pour rivaliser, t'es là pour gagner des matchs. Et voilà, donc là ils vont partir se reposer, et puis là au mois de novembre ils vont venir en Europe. Si je vous dis pas de bêtises, alors j'ai pas l'ordre des matchs, mais ils jouent en Italie, en Irlande, en France, en Angleterre, avec l'objectif d'empocher suffisamment de victoires et d'avoir des résultats favorables de la part des autres nations pour revenir dans le top 6 mondial, puisque là avec ces 2 défaites contre les Néo-Z, ils repassent 7e au ranking World Rugby. Et le ranking World Rugby, il est important pour la prochaine Coupe du Monde, puisque la prochaine Coupe du Monde, elle a lieu en Australie et ce sera 6 poules de 4. Et donc si tu es dans les 6 premiers, t'es la tête de série de ta poule, et donc tu as peut-être une route vers un premier tour et une route vers la phase finale qui est un peu plus dégarnie que si tu es dans le deuxième chapeau, donc si tu es classé entre 7 et 12. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est une histoire qu'on ne sera pas forcément là pour vous la raconter en entier, mais voilà, c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire que c'était vraiment un des enjeux de cette dernière journée, en plus de mettre fin à une série de 10 défaites consécutives, de 10 ou 11 défaites consécutives contre les All Blacks, puisque la dernière c'était en 2020, la dernière fois qu'ils avaient battu les All Blacks c'était en 2020 au terme d'un match, voilà, Research qui envoie des coups de pied de 50 mètres pendant tout le match, et des Wallabies en mode baston intégral. On vous rappelle, c'était le Covid, machin, etc. Donc en gros, peu d'entraînement de collectif, très peu de contact au cours des entraînements. Et donc bon, quand ça se la colle en test match, voilà, il y avait peut-être une prime au combat aux Wallabies là-dessus. Voilà pour les Wallabies, mais globalement, je pense qu'ils sortent de cette année, surtout que c'est la fin du mandat de Joe Schmidt qui a décidé de laisser sa place. Il avait été embauché, je pense, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, mais il a été décidé que son contrat prendrait fin. Il laisse la place à Leskis, qui va arriver avec une grande connaissance des joueurs, puisque lui, il a entraîné dans le Super Rugby, donc en fait, il connaît bien toutes les franchises australiennes et tout, et va pouvoir profiter de ce qui a été construit là ces derniers temps. Voilà, on a des Wallabies qui sont potentiellement de nouveaux candidats au Rugby Championship, même si c'est les All Blacks de la galère. Bon, c'est un peu méchant de dire ça. C'est un peu les All Blacks de la baston pour l'instant, qui ont perdu beaucoup de cadres, qui n'ont pas encore gelé leur effectif totalement, et donc qui vont encore progresser jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et c'est les Néo-Z qui accueillent la prochaine tournée des Lions. Donc voilà, petit à petit, je pense que la proposition qu'on a eue des All Blacks cette année, je pense que c'est le niveau minimal de ce qu'on peut attendre d'eux, après avoir digéré tous les départs qu'il y a eu, et une année 2024 un peu K1, KA. Donc voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre. La tournée, enfin la Coupe du Monde pour les Néo-Z, c'est dans 2 ans, c'est loin. Et voilà, et puis il y a la tournée des Lions. On a quelques idées en fait pour que les Lions ils puissent sur un 3e test qui peut potentiellement s'avérer décisif en Nouvelle-Zélande, offrir un peu mieux que ce qu'ils ont offert. Mais pour ça, il faudrait que, je pense, qu'il y ait plus de réunions. On a eu une idée un peu funky, on va vous la présenter. Vous prenez chaque année le tournoi destination, et en fait, vous bouleversez le tournoi destination dans le sens où vous dites ok, on en a marre que ce soit toujours les mêmes équipes, les mêmes stades, etc. Et en fait, chaque année, vous prenez 3 des nations britanniques, vous faites une sélection des Lions,
avec les 3 nations britanniques. La 4e nation dispute le tournoi comme il faut. Il y a la France, l'Italie comme d'hab, et donc on fait venir la Géorgie, le Portugal pour faire le tournoi destination. Donc on ouvre la compétition aux équipes qui sont le mieux classées derrière les 6 nations, puisque les Britanniques libèrent 2 places en faisant des Lions à 3. Et donc ça fait que il y a un staff, il y a des joueurs qui prennent l'habitude d'être en Lions en mode compétitif, puisqu'un tournoi de destination c'est 6 matchs. Vous introduisez un système de promotion-relégation, donc les équipes qui sont dans le tournoi B, ils ont une chance s'ils gagnent, de disputer un barrage contre l'équipe qui termine 6e de la compétition. Et puis voilà, vos matchs France-Lions, vous les avez chaque année là, plutôt que de venir dire oui mais les Australiens ni nanana. Parce que les Lions, c'est quand même un bout d'histoire du rugby. Je vois pas l'intérêt de dire que les Lions, vous allez arrêter de les faire aller en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud. Et voilà, et de temps en temps, vous faites comme vous avez fait des matchs où vous faites venir les Argentins, ou sur la route pour aller en Nouvelle-Zélande, vous tapez des matchs au Fidji, au Samoa, au Tonga, plutôt que de faire des matchs de province, où vous les rajoutez en plus, en aménageant les saisons en amont pour que... surtout que là c'est possible, l'URC il est sur une formule minimale où il n'y a que 18 matchs de phase régulière. Le championnat anglais il est sur une formule où... Oui, pareil, c'est 18 matchs de saison régulière, donc en rajoutant peut-être 1 ou 2 doublons pendant la période du tournoi, mais ça vous pouvez le faire, puisque si par exemple les Anglais ils jouent pas le tournoi des destinations, ils vont pas jouer tous le tournoi des destinations parce qu'il y en aura, je sais pas moi, une quinzaine qui sera avec les Lions, mais au lieu d'avoir 30 joueurs qui sont mobilisés pour le tournoi des destinations, vous en avez 15, donc les 15 autres ils peuvent aller jouer des doublons dans leur championnat, le championnat il est pas trop faussé, voilà. On les trouve les solutions, elles sont funky, mais voilà, on peut trouver des compromis pour que en fait les Lions ils aient une base de travail qui soit suffisamment intéressante dans le contexte d'un rugby professionnel, dans le contexte de tournées qui ont lieu après la fin de saison, pour être compétitifs contre des nations qui ont l'avantage d'être à domicile, de bien se connaître, d'être sur des projets qui sont construits depuis des mois et des mois, soit en vue de cette tournée, soit en vue de gagner la Coupe du Monde, puisqu'à chaque fois la tournée Lions elle est à mi-chemin entre 2 Coupes du Monde. Et donc là, vous aurez sûrement des tournées des Lions de meilleure tenue. Nous, moi, là c'est moi qui parle parce que Orlando améliorer le niveau des Lions, il en a rien à faire. Rachel, pareil, les tournées des Lions, voilà, c'est pas sa tasse de thé. Mais voilà, on peut trouver des solutions pour aller dans un sens d'un rugby international qui est plus inclusif envers les nations dites mineures. Et en même temps qui favorise les Lions, qui rajoute des trucs un peu marrants, franchement, un France Lions au Stade de France, ça peut avoir de la gueule. Et puis chaque année dans le tournoi destination, vous avez un peu une équipe All-Star, vous avez un staff qui peut donner des sélections des sélections Lions à des joueurs qui sont soit des fois il y a des Anglais qui jouent dans le championnat de France qui sont très très bons et qui sont plus éligibles à la sélection anglaise. Et je sais pas moi, par exemple Jack Willis, vous l'amenez, allez viens faire un tour chez les Lions, ou des joueurs qui sont en train de complètement percer dans le championnat anglais, dans l'URC, et vous leur donnez une chance. Voilà, c'est des pistes qui sont pas mal. Voilà, maintenant on va finir les Springboks. Voilà, il y a eu des saucisses en fait cet été. Et comme très souvent, les meilleures saucisses, c'est celles qui sont préparées par Rassi Erasmus. Afrique du Sud, Italie, c'était les test matchs des Springboks pour se mettre en jambes avant le Rugby Championship. Et on a eu, au cours du même match, on a eu 2 saucisses intersidérales. Et je pense que... Enfin non, on va arrêter de penser, on va pas se mettre dans les pompes de Rassi Erasmus parce que, voilà, ce mec, il est juste exceptionnel. Manili Box se pointe, donc demi d'ouverture des Springboks, et il tape un coup d'envoi de moins de 10 mètres pour avoir une mêlée au milieu de terrain. Ça, c'est des trucs pareils, vous les voyez en 3ème série, ou c'est dans les vieux matchs des années 70-80, où le mec faisait exprès de mal taper son coup d'envoi pour que dès le début du match, il y ait une mêlée, et que les mecs s'insultent dans la mêlée, en plein cœur au milieu de terrain. Donc voilà, il y a eu ça, vraiment un truc poum, mais qu'est-ce que vous branlez les frères? Et tu vois que c'est volontaire. Et le deuxième truc, deuxième mi-temps, il y a une touche. Bon, la touche se fait, les Springboks ont le ballon, ils font pas un ballon porté. Tu vois tout le petit train là des premières et deuxième lignes qui se décalent. Donc il y a un ballon qui sort. Je sais plus si c'est Reynard qui est sur le terrain à ce moment-là, mais bon, on s'en fout du demi de mêlée parce que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Il fait une passe, charge, et sur la sortie de balle,
il lance le ballon en l'air comme un entre-deux au basket, comme s'il y avait une touche. Et sur ce petit ballon d'entre-deux, il y a un première ligne qui lift un sauteur et ils partent en mollo au milieu de terrain. Vraiment, c'était- Mais saucisse de l'année, là tu peux rien faire. Et donc ça fait que pendant une semaine, t'as tout le monde qui est là. Oh là là, les Sudaf, ils sont en train d'expérimenter de nouveaux trucs de machin. Et en fait, est-ce qu'on a vu des nouveaux trucs et des machins et des expérimentations dans, dans le rugby championship? Non, on a vu une équipe qui a intégré de jeunes joueurs et qui est montée en puissance tout le long du truc pour arriver jusqu'au chef-d'œuvre. Au chef-d'œuvre en Nouvelle-Zélande, le 43-10. Derrière, ils reçoivent les Pumas. Ils sont full confiance. Boum, 67-30. Enfin, un match. Voilà. Il déroule et pareil, Feinberg Ngomezulu, il fait un match assez incroyable. Je crois qu'il marque un triplé, il bat le record de points marqués en test match de la part d'un Springbok. Donc voilà, il marque vraiment la compétition de son empreinte. Et puis en fait, on s'est trompé, c'était pas en Argentine le dernier match de la compétition. Donc là, les Springboks n'ont plus qu'à gagner pour être champions. Ils l'ont fait à Londres. Je pense que les Argentins ont décidé, voilà, pour des histoires d'affluence, pour des histoires de décalage horaire, puisque beaucoup d'Argentins jouent en France, en Angleterre et enfin dans l'hémisphère nord. Donc, et pour s'éviter le décalage horaire, puisque le match en Afrique du Sud, si tu fais Afrique du Sud Londres, ok, tu te tapes 10 000 bornes, mais t'as pas le décalage horaire. Si tu fais Afrique du Sud Buenos Aires, t'as un peu moins de voyage, mais tu tapes un gros décalage, tu prends un gros décalage horaire, hein, 4 ou 5 heures selon la période de l'année. Tu confirmes Orlando? Ouais, c'est ça. C'est 4 ou 5 heures. Alors déjà, voilà. Ouais, c'est 4 ou 5 heures que tu prends dans la FIF. Donc voilà, donc le match était à Londres. Toutes nos excuses pour ça. On aurait dû regarder, pas la feuille de match, elle n'était pas sortie à ce moment-là, mais on aurait dû un peu mieux regarder le calendrier. C'était un peu un match, alors c'était pas tout à fait sur terrain neutre, c'était un peu un match à l'extérieur pour les Pumas, puisqu'il y a une grosse communauté sudaf qui kiffe le rugby en Angleterre. Et donc voilà, dans une espèce de teuf, les Pumas font un bon match, ils rebondissent après en avoir pris 67 en Afrique du Sud. Ils mènent 13-3. Et puis on a eu 20 minutes de l'enfer de la part des Springboks. Voilà, il y a du vent, il pleut un peu, le ballon glisse. Bah voilà, le pack le plus lourd de la terre, c'est le nôtre. Puis le bomb squad, vous connaissez, en 20 minutes, ils leur en mettent 26 pour mener 29-13. Derrière, il y a une belle réaction d'orgueil de la part des Argentins. Il y a Delgui qui intercepte un ballon, qui file à l'embut, ça fait 20-29. Et puis il y a un dernier essai en toute fin de match de la part de Isgro qui joue, sauf erreur de ma part, au Harlequins de Londres. Isgro qui a longtemps fait partie des Pumas à 7. Donc les Pumas à 7, ça a été une des équipes les plus régulières là, de la dernière Olympiade, hein, puisqu'ils sont allés jusqu'en, malheureusement pour eux, en quart de finale, où ils ont été balayés par les Bleus. Ils avaient été battus aussi en finale de Sevens à Madrid par les Bleus, avec une des meilleures performances de Dupont à 7 ce soir-là. Voilà, donc un joueur qui a fait partie de la très très belle période. Enfin, elle est peut-être pas encore finie, hein, le Seven, ça reprend dans pas très longtemps là. Donc voilà, c'est une des belles histoires de ce rugby championship. Donc le gars, il passe du Seven vers le 15 et il plante un essai à Twickenham contre les Sudaf. Donc voilà, belle histoire pour lui. Petite tentative de remontadita on va dire, mais voilà, les Springboks, voilà, c'était leur année, c'est pour eux. Pour la première fois depuis des lustres, ils s'adjugent un deuxième championship d'affilée, donc ça c'est quelque chose qui a pas été fait. Et puis autant celui de l'an dernier, c'était la confirmation du noyau dur qui a pris la Coupe du Monde, et on a vu que derrière, les mecs étaient rincés en club. Enfin, on vous l'avait dit, on va pas ressortir toutes les feuilles de match et tout, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais donc voilà, une proposition sud-africaine qui se renouvelle. Ce nouvel ouvreur, Sacha Feinberg Ngomezulu, autour duquel on va pouvoir jouer. Il y a de nouveaux gars qui arrivent à l'aide. Là, il y a le petit Ethan Moody, je sais pas si vous avez vu, il est bon. Il y a des confirmations.
des confirmations dans la succession, c'est-à-dire que Damian Willemse, voilà, il s'installe un peu mieux. Kurt Yarense, pareil. Colby a fait de très bons trucs pendant cette Coupe du Monde. Devant, c'est toujours aussi fou. Et il y a des mecs qui sont en train de percer en URC, qui sont en train de se faire leur place au sein du roster Sudaf. Et donc voilà, on vous l'a dit, ils avaient de quoi faire 2 feuilles de match sur ce tournoi. Je pense pas que Rassi Erasmus ait trouvé sa formule magique pour la dernière Coupe du Monde, mais les Sudaf sont en train de construire. Et il faut pas s'arrêter aux saucisses qu'ils nous ont envoyées. Il faut pas s'arrêter non plus à la démonstration étincelante qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Je pense que la vérité est un peu au milieu pour eux. Mais en tout cas, ils arrivent fort. Avoir gagné 2 Coupes du Monde d'affilée, ça les a pas rassasiés. Eux, s'ils peuvent gagner toutes les Coupes du Monde, s'ils peuvent gagner une Coupe du Monde tous les 4 ans, ils le feront. Et ils continuent de construire dans la victoire. Et c'est très très fort. Et donc ça nous amène au tout dernier point de la vidéo. Je pense pas qu'on ait oublié grand chose. Le 8 novembre, nous on sera en train de fêter l'anniversaire d'Orlando, on sera en train de faire les fratés. Mais si vous branchez votre téléviseur, le soir il y aura au Stade de France 15 de France contre 15 d'Afrique du Sud. Donc la revanche de la revanche de la revanche, puisqu'il y avait eu... Non, c'est la revanche de la revanche. Non, c'est juste la revanche de la revanche, puisqu'il y avait eu le match de 2022 au Vélodrome, le match de 2023 au Stade de France, la ligne droite de la destinée. Bon, vous l'avez tous vu, vous avez encore mal à la tête de ce match. Voilà, donc qui mettra aux prises deux des favoris naturels de la prochaine Coupe du Monde. Et ce sera sûrement un très grand spectacle auquel nous n'assisterons pas, puisque on ira se la coller en grand pour l'anniversaire d'Orlando. Et voilà, et il est temps pour nous de se casser de YouTube. Si jamais on revient, ce sera pour faire des blagues, ce sera pour raconter des trucs qu'on a vus au stade. Et là on s'entourera d'une vraie équipe pour faire des trucs avec des montages, des musiques, des trucs un peu machin. En vrai, hein, on a la flemme de le faire. Donc voilà, si on revient, c'est vraiment dans cette hypothèse-là, où c'est vraiment qu'on a des saucisses vraiment trop belles à vous raconter. On remettra en ligne, on remettra dans le domaine public des vidéos qu'on avait passées en domaine privé, parce que y avait des gens que ça froissait de savoir que je bossais avec eux et qu'en même temps je faisais ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je vois pas en quoi les saucisses que je vous raconte en termes de rugby avaient à voir avec ça, mais bon, ça... Voilà, il y avait un bif là-dessus. Je pense que maintenant il y a prescription. Donc petit à petit, les vidéos qu'on a préféré tourner au cours de ces dernières années, elles reviendront en ligne. Pas toutes, on fera une petite sélection, mais voilà, on fera un petit truc aux alentours de la fin de l'année. Il y aura des bilans de tournois, tous les bilans de tournois, on les remettra en ligne. Des vidéos un peu rigolotes là qu'on a tournées là au bout de l'île, là où on fait des chansons, on fait tomber le téléphone, on le refera. Bien sûr, on enrichira toute la base de tout le travail qu'on a fait sur le 6 Nations féminin, sur non, celle du Canada qui bat les Néo-Z, elle est en ligne. C'était après le bif, donc celle-là elle a été tournée après, donc ça il y a pas de galère normalement. Mais voilà, on remettra des petits trucs en ligne. Et si voilà, et je vous avoue là, mon rêve ultime en fait, c'est on appelle un mec ou une meuf qui fait du montage, on lui lâche un billet, on n'a pas le billet en l'occurrence, et on lui demande de prendre toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, on lui file les mots de passe et tout. Et on lui dit en fait, tu fais un montage, à chaque fois que je dis saucisse, tu mets ça les uns à la suite des autres. Parce que je suis curieux de savoir, mis bout à bout, combien de temps tu arrives à avoir une vidéo où je dis saucisse, 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 saucisse. Ça c'est quelque chose qui me régale. Voilà, c'est là mon ambition sur YouTube, mon dernier objectif sur YouTube, c'est ça. C'est juste avoir un montage où je dis saucisse, 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 saucisse. Et genre quand je suis fatigué, ou quand j'en aurai moins marre d'entendre le son de ma voix avant de mettre les trucs en ligne, je m'écouterai ça. C'est-à-dire, je sais pas combien de minutes de saucisse, 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 et je m'endormirai comme un bébé en écoutant ça, et pas avec de la gorilla glue, pas avec de l'amnésia, mais on sera plutôt sur de la SLH. Je sais jamais si c'est Sweet Lemonade ou Silver Lemonade, mais voilà. Tu vois, une petite weed toute douce, bien chargée en CBD, mais tu vois, qui t'apaise. Pas des trucs
pas des trucs qui font que tu as envie d'aller courir et kiffer avec de la musique comme ce dont j'ai fait la promotion les jours précédents. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait partie de cette aventure. Merci à tous ceux qui ont interrompu les tournages de façon plus ou moins classe. Voilà, merci à vous, Orlando et Rachel, même si vous êtes tout droit sortis de mon imagination. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 4 longues années. C'était chouette de raconter ma vie en racontant les vôtres. Et voilà, bisous, à la prochaine, saucisse. Salut Orlando, tu m'as régalé.